Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous propose un petit développement autour de la jonction Josephson, qui est quelque chose que j'avais envie de faire sur le cours d'électrocinétique, mais que j'ai pas eu le temps de regarder. Donc c'est l'étude d'un dipôle qui vient de propriétés quantiques de la matière, et qui va nous permettre, enfin qui est très utile dans les ordinateurs quantiques pour fabriquer des qubits. Donc le principe de la jonction Josephson, c'est un supraconducteur, hop, un isolant et un autre supraconducteur. Donc qu'est-ce que c'est un supraconducteur? Très très rapidement, c'est un état quantique dans lequel peuvent être mis certaines matières condensées, dont la propriété principale, c'est de ne pas avoir de résistance, d'avoir une résistance parfaitement nulle. Ici, c'est pas exactement ce qui va nous intéresser. Ce qui va nous intéresser, c'est la formation de ce qu'on appelle des paires de Cooper, qui peuvent arriver dans des supraconducteurs. Donc, qu'est-ce que c'est des paires de Cooper? C'est deux électrons qui sont de spin opposés, donc c'est comme s'il y avait des aimants qui se mettent dans deux sens opposés, qui vont s'appareiller entre eux, et en fait, ils vont former quelque chose qui ressemble à une seule particule, alors que c'est deux électrons qui sont mis ensemble. Alors en plus, il y a plein de propriétés intéressantes parce que vous découvrirez ça beaucoup plus tard, mais les électrons sont des fermions, donc ils peuvent donc peut pas y en avoir deux qui occupent le même état à la fois, mais quand ils s'apparient entre eux, ils deviennent des bosons et donc ils peuvent occuper le même état, plusieurs d'entre eux peuvent occuper le même état, ce qui donne lieu à des choses intéressantes comme la condensation de Bose-Einstein, où à basse température, on voit que des bosons vont tous se regrouper dans un même état quantique. Bref, ça va beaucoup plus loin. Mais donc, qu'est-ce qui se passe sur notre jonction Josephson? Donc, il y a des paires de Cooper qui peuvent se former des deux côtés, et ces paires de Cooper, elles vont traverser notre isolant. Donc ça se fait notamment par effet tunnel. Et donc c'est des paires de Cooper qui traversent l'isolant. Donc deux électrons appareillés entre eux. Donc ça, en fait, on peut le modéliser par un dipôle qu'on va noter comme ça, où on a donc un courant I et une tension V. Et donc il n'y a pas de caractéristique simple de ce dipôle comme une résistance ou un condensateur, mais à la place on a deux équations couplées qui vont nous dire que donc I c'est égal à un courant critique fois sinus de phi. Et alors ce courant on l'appelle courant critique parce que comme vous voyez, I ne peut pas dépasser en valeur absolue ce courant critique. Et H bar dφ sur dt égale 2EV. Alors, qu'est-ce que c'est que ce phi? Ce phi, en fait, c'est la différence de phase entre les paires de Cooper à gauche et les paires de Cooper à droite. Donc le passage des paires de Cooper, ça nous crée une intensité, et il y a une différence de phase entre à gauche et à droite. Bon, ça vient du fait que les fonctions d'onde, donc ce qui représente les états en mécanique quantique, c'est des choses dans des espaces vectoriels qui sont complexes, donc on peut avoir une phase associée. Et donc on peut le comprendre en modélisant le supraconducteur comme un puits de potentiel, l'isolant comme un mur de potentiel, et le deuxième supraconducteur comme un autre puits de potentiel, et en fait en regardant la différence entre chaque côté, on voit qu'il y a une différence de phase qui apparaît. Bon, ensuite on peut s'interroger sur le fait que euh, en mécanique quantique, tout est un opérateur et donc à des niveaux d'énergie potentiellement quantifiés. Donc le fait d'avoir des choses bien continues comme ça peut être un peu surprenant. Et donc ça vient du fait que en fait ce ne sont pas cette phase et cette intensité et cette tension ne sont pas bien définies, mais là en fait on est en train de regarder leur valeur moyenne dans ce qu'on appelle un état cohérent. Donc un état cohérent c'est quoi? C'est un état quantique qui ressemble extrêmement fortement à un état classique. Voilà.
Donc tout ça, c'est beaucoup d'appendices pas très utiles pour dire qu'on a des équations couplées entre I et V qui font intervenir un certain phi. Bon, donc voilà, phi, différence de phase entre paire de Cooper à gauche et à droite. Donc voilà, à votre niveau, c'est dur de comprendre ce qu'est phi, ce que représente phi. C'est pas très grave parce que c'est pas vraiment ça, c'est l'interprétation de phi, c'est pas tellement ça qui va nous intéresser. Bon, on va faire une première observation à partir de ces deux équations sur la puissance, la puissance qui est fournie par, enfin que reçoit une paire de Cooper. Donc c'est V fois I, ce qui fait que ça fait IC fois H bar sur 2E fois V, non, pardon, ce qui fait que ça fait IC sinus phi fois H bar sur 2E fois V. Donc là j'ai I qui vaut IC sinus phi et V qui vaut H bar sur 2E des phi sur dt. Non pardon, c'est pas V, c'est dφ sur dt. Et ça, en fait, je vais l'interpréter comme la variation dans le temps d'une énergie. C'est exactement la même chose que ce qu'on avait fait pour calculer l'énergie qui était contenue dans un condensateur. Je vais dire que ça, c'est IC H bar sur 2E fois 1 moins cos phi. Voilà. Vous pouvez vérifier, quand on dérive cette constante, on ne trouve rien. Quand on dérive moins cos phi, on obtient sin phi, dφ sur dt. Donc, ça, c'est un résultat qui est intéressant. Donc voilà, on a fait un bilan de puissance dans la jonction Josephson. Et donc ça va nous permettre de définir l'énergie qui est contenue dans la fonction Josephson en fonction de la phase phi. Et on va dire que c'est IC, H bar sur 2E, facteur de 1 moins cos phi. Alors, pourquoi avoir mis 1 moins cos phi et pas moins cos phi? C'est simplement histoire de dire que quand il n'y a aucune différence de phase entre les deux, entre les paires de Cooper de chaque côté, et là, il n'y a aucune énergie contenue dans la jonction Josephson. Voilà. Donc, ça, c'est la petite présentation de la jonction Josephson. Maintenant, on va... donc ça, c'est l'effet Josephson intrinsèque. Maintenant, en fait, une fonction Josephson, c'est un peu plus compliqué que ça. On va la modéliser par un circuit un peu plus complexe, donc un courant I. Donc la jonction Josephson, on va la modéliser comme ça. D'abord, la jonction Josephson intrinsèque, mais ensuite je vous ai dit que les supraconducteurs étaient séparés par un isolant. Et en même temps, on a des charges qui passent d'un côté à l'autre. Et donc, ça fait qu'on a une différence de charge entre les deux côtés d'un isolant. Et donc ça s'appelle un condensateur. Donc on a une capacité. Maintenant, je vais pouvoir vous parler de quelque chose qu'on n'a pas pu aborder dans la séance d'électrocinétique parce que c'est un peu court, c'est les dipôles réels. Un vrai condensateur, même s'il y a un isolant entre les deux, l'isolant il n'est jamais parfaitement isolant. Donc même si normalement on a deux phases qui se font face avec un peu plus de charge positive que de l'autre, d'un côté que de l'autre, et ben malgré tout il y a des charges qui passent. Et ces charges qui passent, on peut modéliser donc un condensateur réel comme un condensateur idéal mis en parallèle d'une résistance. Donc c'est R jonction Josephson. Voilà. Donc ça, c'est une modélisation réelle d'une jonction Josephson. Un effet Josephson intrinsèque, une capacité et de la dissipation dans une résistance. Voilà. Donc là, on va supposer que on envoie dans la jonction Josephson un courant I qui est constant. Donc on a envie de savoir quelle va être la dynamique temporelle de la jonction Josephson. Donc là, il y a une tension V qui est aux bornes de ce dipôle, et vous voyez que comme on a tout mis en parallèle, cette tension V, c'est la même dans la jonction Josephson, enfin aux bornes de la jonction Josephson, aux bornes du condensateur et aux bornes de la résistance. Donc on écrit la loi des nœuds, parce que là on a par exemple I1, I2, I3, donc on a I qui vaut I1 plus I2 plus I3, voilà.
Alors, donc que vaut I1? I1, c'est le courant aux bornes de la résistance, donc ça vaut V sur R. I2, c'est le courant aux bornes d'un condensateur, donc ça vaut C dV sur dt. Et I3, c'est le courant aux bornes d'une jonction Josephson, donc ça, on a dit que c'était IC sinus phi. Ok, ensuite, je vous rappelle qu'on avait juste avant h bar dφ sur dt qui valait 2EV, donc V qui vaut h bar sur 2E dφ sur dt. Donc on va réinjecter ça là-dedans pour éliminer les V et avoir une équation qui est que sur phi. Et donc on va avoir h bar sur 2ER dφ sur dt plus h bar c sur 2E d2 phi sur dt2 et plus IC sinus phi. Alors, donc, cette équation, on va beaucoup la faire parler. C'est faire parler cette équation qui va nous intéresser sur tout le reste du développement. Tout le reste de ce petit bonus. Donc, ce qu'on peut dire tout de suite, c'est que cette équation, c'est une équation non linéaire, parce qu'on a du sinus phi, d'ordre 2. Alors, ce que ça veut dire, c'est qu'on ne sait pas la résoudre. Voilà. Les équations non linéaires d'ordre 1, on sait les résoudre, je vais vous montrer comment juste après. Mais les équations non linéaires d'ordre 2, on ne sait pas les résoudre. Donc il va falloir être un peu malin et donner des choses qualitatives à dire là-dessus. Alors d'abord, ce qu'on va faire, c'est un bilan de puissance. Un bilan de puissance, ça va nous permettre d'interpréter un peu ce qui se passe aux bornes de cette jonction Josephson. Donc pour faire ça, on va multiplier par phi point. Et donc on va se retrouver avec I fois phi point, qui est égal à donc 1 sur R h bar sur 2E phi point carré plus C h bar sur 2E phi point phi point plus IC sinus phi point. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Là, en fait, notre but, ça va être de faire une analogie mécanique. Donc, dans ce bilan de puissance, on va faire ce qu'on a fait à chaque fois dans les bilans de puissance. On va mettre tout ça sous la forme de la dissipation plus la variation dans le temps d'une énergie. Ok, notre but, ça va être de faire une analogie mécanique et donc d'interpréter chacun des termes comme une énergie cinétique, une énergie potentielle ou une puissance de dissipation. Donc I fois phi point, ça c'est pas compliqué, c'est d sur dt de I fois phi. Tout va bien. Ça, on ne sait pas le mettre sous une forme plus simple. Donc on va le laisser comme ça pour l'instant. Ça, donc vous l'avez peut-être déjà vu lorsque vous avez vu la mécanique et comment on trouvait l'énergie cinétique. Ça, c'est d sur dt de c h bar sur 2e fois phi point carré sur 2. Et ça, on l'a fait tout à l'heure, c'est IC facteur de 1 moins cos phi. Voilà. Donc, avec toujours I qui est une constante. Donc maintenant, on va essayer de voir tout ça comme... donc on va mettre les choses qui se ressemblent du même côté. H bar sur 2E phi point carré égale d sur dt de c h bar sur 2E phi point carré sur 2 plus IC facteur de 1 moins cos phi, hop, moins I phi. Ok, maintenant on va faire ça comme, on va mettre cette équation sous la forme la puissance de force de frottement qui serait égale à la variation dans le temps d'une énergie cinétique plus d'une énergie potentielle. Voilà.
Alors, c'est quoi la puissance des forces de frottement? Donc, le truc, c'est que dans notre énergie potentielle, on voudra avoir l'énergie qu'on avait tout à l'heure dans la jonction Josephson, plus une autre énergie potentielle. Donc, c'est quoi la puissance des forces de frottement? Donc, si on prend quelque chose de parfaitement mécanique, les forces de frottement, donc les frottements linéaires, c'est moins kV. Donc la puissance force de frottement, c'est moins K, V scalaire V, c'est moins K, norme de V au carré. Donc ici, dans notre analogie, ce serait un truc de la forme moins K, phi point carré. Donc la puissance des forces de frottement, ça va être ça, notre terme qui vient de la dissipation dans la résistance. Hop. Donc, on veut faire apparaître l'énergie dans notre jonction Josephson comme on l'avait défini tout à l'heure. Donc pour ça, on avait le terme, on avait donc moins 1 sur R h bar sur 2e phi point carré, qui était égal à d sur dt de c h bar sur, donc 1 demi de c h bar sur 2e phi point carré. Donc ça, c'est notre terme, ça va être notre terme de dissipation par la puissance des forces de frottement. Ça va être notre terme d'énergie cinétique, le tout à un facteur près. Et ensuite, on avait plus IC facteur de 1 moins cos phi, hop, moins I phi. Et donc ça va être notre terme d'énergie potentielle. Donc on veut refaire apparaître l'énergie qui était dans une jonction Josephson de tout à l'heure. Donc l'énergie qui était dans une jonction Josephson, c'était ça facteur de h bar sur 2e. Donc on multiplie tout par h bar sur 2e. Hop, ça nous fait moins 1 sur r h bar sur 2e carré phi point carré est égal à d sur dt de 1 demi de c h bar sur 2e carré plus h bar sur 2e facteur de IC fois 1 moins cos phi moins I phi. Voilà. Donc, on va avoir que notre énergie potentielle, c'est EJ de phi moins I h bar sur 2e fois phi. Et on peut le remettre sous la forme h bar sur 2e facteur de h bar IC sur 2e facteur de 1 moins cos phi moins I sur IC fois phi. Donc ça, c'est un truc important. Et pour faire nos discussions qualitatives, on va l'utiliser. On y reviendra après. Donc ça, c'est intéressant. Ensuite, donc notre terme d'énergie cinétique, donc on a 1 demi de C facteur de H bar sur 2E facteur de... Donc là, j'ai oublié le phi point carré, pardon. Phi point carré. Donc on veut que ça soit de la forme 1 demi de M, pour avoir que ça fois phi point carré, ce soit la même chose que ça fois V carré. Voilà. Donc ça nous dit que M, j'ai oublié le carré ici, c'est C H bar sur 2E au carré. Voilà. Et ça nous dit que, donc, on voulait que moins 1 sur R H bar sur 2E au carré, sous-entendu fois phi point carré, ce soit égal à moins K, sous-entendu fois V carré. Et donc ça nous dit que K, c'est égal à 1 sur R H bar sur 2E au carré. Voilà, donc ça c'est fait, et donc ça nous dit que la puissance des forces de frottement, c'est moins K phi point carré. Ok, donc, et notre énergie cinétique ici, c'est
1 demi de m phi point carré. Très bien. Donc là, en fait, on s'est ramené, par une analogie, à l'écriture du théorème de la puissance cinétique, qui est écrit donc d sur dt de EC plus EP égale puissance des forces non conservatives. On s'est ramené à ça. Très bien. Donc, un petit mot sur le tour de passe-passe qu'on vient de faire. Il y a deux raisons pour lesquelles ce tour de passe-passe, c'est pas tellement une astuce que ça. Donc, à votre niveau, a priori, c'est quand même tout à fait une astuce. Déjà, il y a le fait que on ait juste fait un bilan de puissance, et donc quand on fait un bilan de puissance, comme on l'a vu, dans le cours, c'est comme ça qu'on avait fait apparaître l'énergie enfin, l'énergie contenue dans un condensateur comme Cu carré sur 2. On voit des choses qui sont une dérivée fois une dérivée seconde, et donc on l'interprète comme la dérivée par rapport au temps de 1 demi de la chose au carré. Et ça rappelle des choses qui ressemblent à l'énergie cinétique. Donc, ce qu'on a fait, c'est juste un bilan de puissance, et on sait que dans les bilans de puissance, il y a des choses qui ressemblent à de la mécanique. Donc ce qu'on a fait, c'est juste interpréter comme de la mécanique un bilan de puissance, ce qu'on a déjà fait. Mais il y a une autre raison qui n'est pas du tout accessible à votre niveau, qui fait que c'est pas tant que ça une astuce, c'est le fait que entre phi et i, ce qui définit les équations qu'on a trouvées, qu'on a donné pour la jonction Josephson, c'est comme on est en mécanique quantique, un Hamiltonien. Qu'est-ce que c'est un Hamiltonien? C'est une façon compliquée de dire l'énergie. En mécanique quantique, tout est retrouvé non pas à partir des forces, mais à partir de l'énergie. Et donc, ce qui donne les équations entre phi et i, c'est une considération énergétique. Et donc, c'est normal de se ramener à des énergies. Et le Hamiltonien, on peut le considérer comme vraiment une énergie type énergie cinétique plus énergie potentielle. Donc ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, la raison pour laquelle on a envie de dire que phi, c'est comme une position. Là, vous voyez que phi, c'est comme une position, et que phi point, c'est comme une vitesse. La raison pour laquelle on a envie de dire ça, c'est parce que les relations sur les opérateurs qui définissent phi, sur l'opérateur qui définit phi et sur l'opérateur qui définit i, et on a vu que i était relié à phi, et ben c'est exactement les mêmes relations qu'entre l'énergie, qu'entre la position et l'impulsion, qu'entre par exemple x et x point, à un facteur près. Et donc ça nous donne envie de faire une analogie avec la mécanique. Voilà, donc ça c'est la motivation de tout ça. Maintenant, donc on va réécrire cette énergie potentielle et on va faire quelques interprétations. Donc, notre énergie potentielle, c'est un facteur numérique positif quelconque, facteur de 1 moins cos phi, moins i sur c fois phi. Ok. Alors, première remarque, une énergie potentielle en 1 moins cos phi, ça peut vous rappeler l'énergie potentielle d'un oscillateur harmonique. Je ne vais pas vous refaire la démonstration, mais à un facteur près, qui était lié à la longueur du fil, c'est d'un oscillateur harmonique, pardon, d'un pendule simple. Ça, c'est l'énergie potentielle de pesanteur d'un pendule simple. Et par ailleurs, une énergie potentielle qui est linéaire de la position, ça peut vous rappeler une énergie potentielle de pesanteur pour un axe Z qui est par exemple orienté vers le bas, vu qu'on a un moins. Donc ça, c'est des énergies potentielles qu'on connaît. Ensuite, on sait que ce qui est intéressant dans les énergies potentielles, c'est leur minimum, pour savoir où est-ce qu'on va se retrouver
pour avoir ce qu'on a fait sur l'oscillateur harmonique, c'est-à-dire des oscillations, des pulsations, des petites oscillations, des choses comme ça. Donc on va tracer le graphe de EP en fonction de phi. Et ça va nous dire bien des choses. Alors, on va d'abord le tracer dans le cas où I est strictement plus grand que IC. Alors, qu'est-ce que ça veut dire si I est strictement plus grand que IC? Ça veut dire que la dérivée par rapport à phi de 1 moins cos phi, c'est-à-dire sinus phi, en valeur absolue, elle est strictement plus petite que 1, elle est inférieure ou égale à 1, qui est strictement plus petit que I sur IC, qui est égal à la dérivée par rapport à phi de I sur IC phi. Ça veut dire que la pente de ce terme-là, elle est toujours plus grande en valeur absolue que la pente de ce terme-là. Et comme ce terme-là, il est décroissant vers le bas comme ça, donc ça c'est le terme, ça c'est I sur IC, c'est moins I sur IC phi, bah ça veut dire que ce terme-là, il va jamais croître assez vite pour rendre la somme des deux croissante. Parce que comme la dérivée de la somme, c'est la somme des dérivées, vous aurez toujours que ce terme-là, enfin ça avec un moins, vous aurez toujours que ce terme-là, il est plus grand que ce terme-là, et donc que la dérivée restera négative. Donc ça veut dire qu'on va avoir une somme d'un cosinus et d'une fonction qui décroît, mais vous aurez jamais une partie croissante. Donc ce que ça veut dire, c'est que là, vous avez juste un potentiel qui est strictement décroissant. Donc ça veut dire que, qu'est-ce que ça va être l'évolution du système? Bah, l'énergie potentielle, elle diminue. On a envie d'aller vers les directions de diminution de l'énergie potentielle, donc on va aller par là, et il n'y a aucun minimum, donc il n'y a aucun endroit où on pourra se stabiliser. Donc l'avenir du système, c'est que phi va diminuer. Voilà, phi va diminuer éternellement. Donc ça, on peut le déduire uniquement du graphe de l'énergie potentielle. C'est intéressant. Maintenant, supposons que I soit strictement plus grand que IC. Phi EP. Bon, et bien là, ça va être l'inverse. Ce terme-là, occasionnellement, il va valoir 1. Et ce terme-là, il est strictement strictement plus petit que IC. Ce terme-là, il est toujours strictement plus petit que 1. Donc, à certains moments, la dérivée, donc la pente, sera strictement négative, à d'autres moments, elle sera strictement positive. Donc ça veut dire qu'on alterne entre des phases de croissance et des phases de décroissance. Ce que ça veut dire, c'est que si on a une énergie cinétique suffisamment faible, on va se retrouver dans un puits. Donc là, on a plein de positions d'équilibre stable. Si on a une énergie cinétique suffisamment faible, on va se retrouver dans un puits. Et là, on va avoir des oscillations, on va avoir typiquement un comportement d'oscillateur harmonique, en parabolisant l'énergie potentielle autour de ce voisinage. Voilà, donc ça c'est la raison pour laquelle on a fait cette analogie mécanique, c'est pour pouvoir dire qu'est-ce qui va arriver au système en lisant l'énergie potentielle. On peut dire que si I est strictement plus petit que IC, il n'y a pas de position d'équilibre stable, phi va diminuer vers l'infini éternellement, et si I est strictement plus petit que IC, eh ben, il y a des positions d'équilibre stable. Et donc ça peut nous faire nous demander, bon bah, comment caractériser ces positions d'équilibre stable? Et nous l'avons vu dans le cours sur l'oscillateur harmonique, on les caractérise par la pulsation des petites oscillations, ou de manière équivalente, la période de pulsation. Donc on va voir deux manières d'estimer cette pulsation ou cette période dans deux régimes très différents. Donc je vais réécrire l'équation qui nous intéressait. Hop. Donc on a dit, donc l'équation à partir de laquelle on a commencé, donc c'est I égale 1 sur R h bar sur 2e, dφ sur dt, plus C h bar sur 2e d2φ sur dt2, plus IC sinus phi. Ok, ça c'est l'équation différentielle d'où on part.
Donc on va l'arranger un peu, on va la dimensionner, on va la rendre un peu plus jolie, pour qu'on puisse clairement évaluer les ordres de grandeur, voir quels sont les paramètres qui apparaissent naturellement. Donc, ce qu'on va faire, on va faire un choix un peu surprenant. C'est que au lieu de tout adimensionner et de mettre par exemple, que tout soit de dimension égale à 1, comme on fait par exemple quand on a une équation linéaire d'ordre 1, je vous rappelle typiquement sur l'équation d'un condensateur, on met sous la forme du sur dt plus u sur tau égale u infini sur tau. On fait exactement comme d'habitude, on va mettre ce terme-là tout seul et tout le reste à dimensionner. Donc là, on va faire la même chose. Donc, on va dire que I R 2E IR sur H bar est égal à dφ sur dt plus RC d2φ sur dt2 plus 2E IC R sur H bar facteur de sinus phi. Ok, donc là, tout de suite, première chose qu'on se dit, on regarde taux égale RC, on le définit comme ça. Et ensuite, on va simplifier encore un peu et faire apparaître les paramètres pertinents en posant bêta égale 2E R IC sur H bar. Voilà. Et donc, si on fait ça, ça nous fait, donc là, on a le IC qui apparaît, qu'on va multiplier en haut et en bas, et donc on a bêta I sur IC, qui va être égal à dφ sur dt, plus taux d2φ sur dt2, plus bêta sinus phi. Ok. Ça, c'est le régime. Ça, c'est l'équation différentielle mise sous une forme adimensionnée. Et alors là, avant de discuter les deux régimes qui vont nous intéresser, je vais vous faire une petite digression. Je vais vous montrer que la jonction Josephson, l'effet Josephson intrinsèque, ça se comporte exactement comme une inductance, donc comme une bobine, mais une inductance non linéaire. Donc, qu'est-ce que c'est que l'équation constitutive d'une inductance? C'est V égale L dI sur dt. Donc supposons que notre jonction Josephson se comporte comme une inductance, du coup on va essayer de trouver la valeur de L. Donc L c'est d sur dt de, je vais vous retrouver la valeur de I. Voilà. I c'était IC sinus phi. L donc d sur dt de IC sinus phi. Donc ça c'est L IC cosinus phi dφ sur dt. Et dφ sur dt, on a dit que c'était 2EV h bar L IC cos phi fois 2EV sur h bar, pardon, sur h bar. Et là, donc on a V qui vaudrait ça. On peut simplifier V des deux côtés et on va voir que L c'est égal à h bar sur 2E IC cosinus phi. Hop. Et donc on va mettre ça sous la forme L0 sur cosinus phi. Et donc on a L0, l'inductance pour phi égale 0, qui vaut h bar sur 2E I0. Donc, notre jonction Josephson, elle se comporte comme une inductance, mais une inductance non linéaire, une inductance qui dépend de phi. Donc, ça vous pourrez me dire, a priori, qu'est-ce que ça a d'intéressant? Eh ben, ça a d'intéressant que
du coup, on va pouvoir se ramener à un circuit RC, enfin un circuit LC, donc vous savez que ça oscille à la pulsation oméga 0 égale 1 sur racine de LC, mais un circuit LC non linéaire. Donc regardons un peu ce que ça donne. Donc on revient à notre bêta facteur de I sur IC égale déφi sur dt plus taux d2φ sur dt2 plus bêta sinus phi. Hop. Donc on regarde, maintenant on va essayer d'exprimer notre bêta en fonction de L0. On voit que c'est 2E R IC sur H bar, et il se trouve que ça c'est R sur L0. Et donc on se rappelle que L sur R c'est un temps, et donc on appelle ça 1 sur taux prime. Voilà. Donc si on réécrit notre équation, on a 1 sur taux prime fois I sur I0 égale dφ sur dt plus taux d2φ sur dt2 plus, bêta, on a dit que c'était 1 sur taux prime sinus phi. Voilà. Ok. Donc là, on va regarder un premier régime d'approximation. On va supposer que taux est très grand devant taux prime. Parce que comme je vous l'ai dit, on ne sait pas résoudre cette équation, donc on est obligé de faire des approximations. Donc taux très grand devant taux prime, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que taux, on avait dit que c'était RC, doit être très grand devant L0 sur R. Donc ce que ça veut dire, c'est que R carré très grand devant L0 sur C. Ce que ça veut dire... Est-ce que c'est normal ça? Taux c'est RC, taux prime c'est L0 sur R. C'est-à-dire que R carré très grand devant L0 sur C. Ok. Ça veut dire qu'on a une très très grosse résistance, et donc elle est tellement grosse qu'elle va quasiment bloquer tout ce qui la traverse, et donc on va se retrouver quasiment avec juste un circuit LC. Donc si on suppose ça, en gros ce que ça veut dire c'est que taux est très grand et taux prime est très petit, donc 1 sur taux prime est très grand. Donc ça nous laisse 1 sur taux prime facteur de I sur IC égale, donc le défi sur dt il disparaît parce que le taux est très très grand, donc on obtient d2φ, donc taux facteur de d2φ sur dt2 plus 1 sur taux prime sinus phi. On réarrange un tout petit peu cette équation, on obtient d2φ sur dt2 plus oméga 0 carré sin phi égale oméga 0 carré I sur IC. Avec oméga 0 qui vaut 1 sur racine de taux prime, et qui vaut donc 1 sur racine de taux c'est RC, taux prime c'est L sur R, qui vaut donc 1 sur racine de L0, pardon, 1 sur racine de L0C. Donc là, on a exactement l'équation d'un pendule simple. Alors, un pendule simple, vous me direz, avec un terme à droite qui est pas égal à 0. Ça, c'est pas un problème. En fait, on peut montrer que si on décale l'angle qui vaut 0 un peu, c'est-à-dire que au lieu d'avoir notre pendule simple qui est comme ça, tac, avec la tige qui oscille comme ça, au lieu de dire que ça c'est θ égale 0, si on dit par exemple que c'est ça qui vaut θ égale 0, on obtient exactement une équation comme ça, avec un terme à droite qui est non nul. Donc en fait, c'est exactement la même chose que dire que c'est un pendule qui est un peu penché. Voilà, donc on retrouve l'équation du pendule simple. Et donc ce qu'on sait dire sur le pendule simple, c'est que si on suppose que phi très petit en valeur absolue devant 1, on a un OH
à la pulsation oméga 0. Bon alors pourquoi c'est intéressant? Déjà, voilà, on a dit que la jonction Josephson, elle se comportait comme une inductance, donc une bobine non linéaire. Donc ça veut dire que là, vu qu'on l'a linéarisé, ça se comporte comme une bobine, et donc on se retrouve avec on se retrouve avec avec donc un OH, parce que le circuit LC c'est un OH. Et surtout, pourquoi est-ce que c'est intéressant d'un point de vue de l'informatique quantique? Eh bien, je vais vous répondre tout de suite, parce que vous l'avez peut-être vu dans les compléments du poly sur l'oscillateur harmonique, mais un OH en mécanique quantique, c'est comme beaucoup de choses, comme tous les états liés, tac, 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 tous les états qui sont coincés dans un puits de potentiel, ça a des énergies qui sont quantifiées, des niveaux d'énergie qui sont quantifiés. Ça veut dire que c'est pas comme en mécanique classique où je peux prendre n'importe quelle valeur d'énergie mécanique que je veux, je suis coincé sur un des états quantifiés. Donc il se trouve que les différents états d'énergie, enfin les différents états, ils ont cette énergie, une énergie h bar oméga 0 fois n plus 1,5, donc avec n qui est 1 entier. Et donc voilà, donc on a le niveau de, on va dire, hop, E0, qui est de l'énergie strictement positive, et puis voilà le niveau d'énergie E1. Et alors pourquoi c'est intéressant en mécanique quantique? Parce que là, tout ce qu'on a fait, en fait, c'est on a réfléchi sur les valeurs moyennes, comme je vous le disais tout à l'heure, et donc on a des choses bien continues. Mais là, on a établi que, en fait, on pouvait, à peu de choses près, quand on linéarisait bien tout, se retrouver dans un état d'OH. Parce que la jonction Josephson, c'est comme une inductance, comme une bobine. Bon, et ben, la raison pour laquelle c'est intéressant pour l'ordinateur quantique, c'est parce que on peut fabriquer vraiment des qubits, des choses qui valent soit 0, soit 1, en préparant des particules qui vont être soit dans l'état d'énergie E0, donc ça ce sera notre 0, soit dans l'état d'énergie E1, ça ce sera notre 1. Et ensuite, on peut, vu qu'on est en mécanique quantique, créer des particules qui sont dans une superposition de ces deux états. Et en leur donnant suffisamment peu d'énergie, on peut oublier tous les autres états qui sont d'énergie plus haute, et on se retrouve à être limité uniquement entre 0 et 1. Donc là, en fait, la jonction Josephson, elle nous a permis de créer un qubit. Elle nous a permis de créer un puits de potentiel qui nous permet d'avoir uniquement deux états accessibles. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on peut fabriquer, par exemple, plein de manières différentes de fabriquer des qubits, mais c'est une façon de fabriquer un qubit. Donc voilà pourquoi c'est intéressant en informatique quantique. Donc ça, c'est tout ce qu'il y avait à dire sur la jonction Josephson dans ce régime, dans le régime où, on a dit quoi? On a dit taux très grand devant taux prime, c'est ça. Maintenant, on va regarder un autre régime qui est aussi intéressant. Donc je réécris l'équation avec des bêtas. Donc on a dit bêta i sur ic est égal à dφ sur dt plus taux d2φ sur dt2 plus bêta sin phi. Donc maintenant, notre deuxième régime d'approximation, ça va être de dire que donc on cherche, donc tout à l'heure on a trouvé la pulsation des petites oscillations oméga 0 qui était 1 sur racine de L0C, avec L0 l'inductance linéaire de la jonction Josephson. Maintenant, on va supposer, on veut trouver la période t des oscillations, et on va supposer que t est très très grand devant tau. Alors, qu'est-ce que ça va donner ça va nous donner que dφ sur dt, qui est environ égal à la valeur moyenne de phi, donc on va appeler phi 0 sur t. On va pouvoir le comparer à taux d2φ sur dt2. Ça, on peut dire que c'est de l'ordre de taux fois phi 0 sur t carré. Et donc ça, c'est égal à taux sur t fois phi 0 sur t. Ça, c'est égal à taux sur t fois environ dφ sur dt.
Et ça, c'est très petit devant 1. Donc, d de phi, donc taux d de phi sur dt2, c'est très petit devant d phi sur dt. Là, j'ai omis les valeurs absolues, mais elles sont sous-entendues. Donc ça veut dire que ce terme-là, on va pouvoir le négliger. Et donc on se retrouve avec un bêta i sur ic égale d phi sur dt plus bêta sinus phi. Et il se trouve que les équations différentielles non linéaires d'ordre 1, on sait les résoudre. Et donc ça va nous permettre de trouver la période. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire il me semble, ouais, il me semble que c'est tout. Bon. Ah oui, sous-entendu, oui. Deux choses à dire. Déjà, sous-entendu, on suppose aussi que I est strictement plus petit que IC. Parce que, comme on l'a dit, on veut regarder la période au voisinage d'une position d'équilibre stable, et donc, pour ça, on a vu tout à l'heure qu'il fallait que I soit strictement plus petit que IC. Par ailleurs, je vous refais vite fait le graphe de l'énergie potentielle. On avait des choses comme ça, voilà. Mais ce qu'on savait aussi, c'était que donc l'énergie potentielle, c'était à un facteur près, 1 moins cos phi, moins I sur IC fois phi. Ce que vous voyez, c'est que à une constante près, mais les constantes dans l'énergie potentielle, on s'en fiche, ça, c'est invariant par translation de 2π. Donc on peut dire, en modifiant un peu notre origine des phi, que tout se passe entre 0 et 2π. Parce que là, c'est 2π, là, c'est 4π, mais ça, c'est... entre se retrouver dans ce puits de potentiel-là et ce puits de potentiel-là, la seule différence, c'est l'énergie qu'on a initialement. Mais le comportement, il est exactement le même entre un puits et un autre. Donc on peut supposer qu'on se place juste entre 0 et 2π. Donc voilà toutes nos hypothèses. On suppose que la période d'oscillation au sein d'un puits, elle est très grande devant taux. On suppose que I est strictement plus petit que IC. Et on suppose que notre puits, il est entre 0 et 2π. Donc ça, je vais vous montrer comment on résout une équation comme ça. Ça va impliquer une intégrale, donc si vous ne l'avez pas vu, c'est pas grave. Si vous comprenez les manipulations mathématiques, c'est tant mieux. Si vous ne les comprenez pas, ça ne pose aucun problème. Tout ce qui nous intéresse, c'est... Enfin, tout ce qui compte, c'est que si vous ne comprenez pas, vous passez outre, vous laissez tomber la partie mathématique et vous reprenez à partir du moment où on arrive au résultat. Donc, on va mettre cette équation en forme pour pouvoir la résoudre. On va l'écrire donc d phi sur dt égale 2er sur h bar, facteur de i moins ic, facteur de sinus phi. Donc voilà, là j'ai ressorti la valeur de bêta. Donc, comment est-ce qu'on va intégrer ça? On va faire ça pour quelque chose qui aura l'air d'être très impropre pour un mathématicien, mais qui est en fait tout à fait valable. On va multiplier par dt, faire ce qu'on appelle séparation des variables, et on va avoir donc 2er dt. Et là, on va intégrer. Alors là, ça peut avoir l'air très, très impropre, mais en fait, quand vous verrez les intégrales, vous verrez que ça, c'est juste faire un changement de variable. Et donc là, c'est une façon un peu bizarre de l'écrire à la physicienne, mais c'est parfaitement réglementaire d'un point de vue mathématique. Et donc, on veut obtenir la période. Donc la période, c'est donc une oscillation, c'est quand phi va de 0 à 2π. Donc on intègre cette équation entre 0 et 2π. Voilà. Et quand phi va de 0 à 2π, et ben le temps va de 0 à la durée d'une période de dt. Donc, maintenant, on remercie les mathématiciens de nous avoir donné, donc la valeur de cette intégrale. Il se trouve que ça vaut, ça vaut 2π sur racine de i carré moins ic carré. Et ça vaut 2er fois t. Donc là, ça nous permet de trouver t qui vaut donc pi h bar sur
ER fois 1 sur racine de I carré moins IC carré. Voilà. Donc ça, c'est la valeur des oscillations dans un puits de potentiel dans ce régime d'approximation. Ensuite, on va faire un tout petit peu de manipulation en plus. On va essayer de trouver un truc type caractéristique. Donc, notre but, ça va être de trouver V en fonction de I. Alors, ça, comme on l'a vu tout à l'heure, donc au bord de la jonction Josephson. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, ça n'existe pas pour une jonction Josephson. Il y a des équations couplées. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est trouver la moyenne temporelle de V en fonction de I. Donc, regardons la moyenne temporelle de V. La moyenne temporelle de V, c'est la moyenne sur une période de V. Donc, si vous ne connaissez pas les intégrales, aucun problème. Juste vous admettez ça et le calcul qui va suivre. Il se trouve que ça, c'est 1 sur T fois h bar sur 2e, l'intégrale de... Donc ça, on remplace V par la valeur qu'on connaît aux bornes d'une jonction Josephson, fois dφ sur dt fois dt. Donc là, dt se simplifie. Donc ça fait juste 1 sur T h bar sur 2e, fois, donc l'intégrale entre 0 et t de dφ, c'est 2π. Donc, ensuite, on peut tout simplifier avec la valeur de t qu'on a trouvée là. Je vous donne juste le résultat, c'est r racine de I carré moins IC carré. Et donc ça, c'est un truc type caractéristique, et ça nous donne en gros que cette jonction Josephson cette jonction Josephson réelle dans ce régime d'approximation ressemble à une résistance non linéaire. Ça, si je le graphe, donc si je graphe moyenne de V en fonction de I, je vais obtenir, donc je pars de... non, pardon, je me suis trompé, parce que I est plus petit que IC, donc là, c'est pas I, c'est IC moins I carré, parce que sinon, c'est pas défini. Voilà. I est strictement plus petit que IC, voilà, hop. IC moins I carré, IC moins I carré, IC moins I carré. Et là, c'est IC moins I carré. Donc, on commence V à la valeur RIC, et ensuite, on descend jusqu'à valoir 0 en IC. Donc, ça démarre comme ça, et donc c'est une racine carrée, donc la pente est infinie quand ça vaut 0. Voilà. Donc ça, c'était une façon de caractériser la jonction Josephson. Et ensuite, typiquement, vous pouvez trouver le courant qui est qui traverse une jonction Josephson en regardant quelle fréquence elle renvoie. Donc la fréquence, c'est 1 sur T, et donc 1 sur T, ça nous renseigne sur le courant qui traverse la jonction Josephson. Voilà, donc ça c'était un petit exemple intéressant qui mêle à la fois mécanique quantique, mécanique et électrocinétique, donc un exemple de ce qu'on peut faire d'intéressant avec l'électrocinétique. Donc j'espère que ça vous aura intéressé, et puis voilà, donc pour faire ça je me suis inspiré du premier DS de mon prof de première année, et d'un cours de Serge Haroche au Collège de France, de 2010-2011, le deuxième cours de sa série qui s'appelle Synthèse, contrôle et protection des états quantiques. C'est pas vraiment de votre niveau, c'est quand même assez loin, donc je vous conseille pas nécessairement de le regarder, mais voilà, c'est juste pour citer mes sources. J'espère que ça vous aura intéressé, et voilà.